Vous êtes sur Sud Radio, notre invitée ce matin, Sandrine Rousseau, qui est députée écologiste du 13e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sandrine Rousseau. La destitution d'Emmanuel Macron. Alors, tout à l'heure, bureau de l'Assemblée nationale, ça devrait être acté, si j'ai bien compris. Ensuite, commission des lois. Et là, les socialistes ont dit, nous ne voterons pas la destitution d'Emmanuel Macron. Vous le regrettez ? Oui, je le regrette, mais de toute façon, cette destitution, on le sait, n'a pas énormément de chances de passer aujourd'hui. Oui. Parce que je pense que cette arme de la destitution reviendra dans le débat, compte tenu de la difficulté politique dans laquelle nous sommes et dans laquelle Emmanuel Macron nous a mis. Parce qu'en fait, c'est lui qui est le responsable de cette situation. Et donc, à un moment donné, en politique, les choses se retournent contre les auteurs. Et donc, je suis absolument certaine qu'on reviendra sur la destitution. Et pour moi, c'est une manière de le dire. Moi, je la voterai. Cette destitution, Sandrine Rousseau, les socialistes disent c'est une manière, c'est une erreur, parce que ça relégitime Emmanuel Macron. C'est ce que dit Olivier Faure. Non, moi je pense que c'est une manière de poser un rapport de force et de dire que nous sommes prêts à aller jusque-là. Et je pense qu'il faut qu'ils l'entendent. Nous sommes prêts à aller jusque-là. Alors, vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Le 21 septembre, il y aura une nouvelle manifestation. Oui. Bien. Ça veut dire aller jusqu'au bout. Ça veut dire que si la destitution n'est pas possible à travers les assemblées, le Parlement, est-ce que la rue devrait obtenir cette destitution ? Non, mais dans la Constitution, il n'y a que par le Parlement que ça peut passer. Donc pas de marche sur l'Élysée, pas de... Non, on va pas faire... révolte populaire, je parle même pas de révolution. En tous les cas, moi, j'appellerai pas à ce qui s'est passé aux États-Unis en aucune manière. Voilà. Mais par contre... Vous n'appellerez pas à ça ? Non, d'aucune manière. Par contre, il faut qu'il y ait énormément de monde qui vienne le 21 septembre parce que ça permettra de montrer à quel point la mobilisation ne descend pas. Et c'est ce que j'observe vraiment depuis la dissolution. C'est que la mobilisation, la colère, l'envie vraiment de changer de politique est non seulement très présente, mais je pense qu'elle grandit dans le pays. Bien, changer de politique, cette envie de changer de politique. En attendant, il n'y a pas de gouvernement. Non. Toujours pas de gouvernement, probablement pas avant dimanche, c'est ce que nous disait hier le porte-parole du groupe LR à l'Assemblée nationale, donc pas de gouvernement avant dimanche, et encore, le début de la discussion sur le budget pourrait être retardé d'une semaine. Non mais c'est incroyable. Ça, je voudrais faire un petit mot là-dessus, parce que nous sommes actuellement dans une non-démocratie. Je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Les parlementaires ont la possibilité d'interpeller les ministres sur des questions essentielles pour la population, de les poser soit en QAG, donc en question au gouvernement, soit sous forme de questions écrites. À la rentrée des classes, normalement, on sollicite le ministre ou la ministre de l'Éducation nationale pour lui dire, voilà, il manque des AESH, donc ces personnes qui accompagnent les enfants handicapés. Il y a des enfants handicapés qui n'ont pas de place, il y a des sans-fac, Et en fait, on a la possibilité comme ça d'interpeller sur des sujets qui sont absolument fondamentaux pour des familles. Oui. Aujourd'hui, le moyen par lequel on pose ces questions écrites est fermé, c'est-à-dire que c'est un site c'est une page sur le site de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas les moyens d'interpeller le ministre puisqu'il n'y a pas de ministre. Et en fait, on est dans une non-démocratie, c'est-à-dire dans une espèce de no man's land, dans un espèce d'entre-deux, où on n'a aucun moyen, nous les parlementaires, de faire en sorte que des situations très concrètes de famille ou de personnes puissent être réglées. En fait, c'est grave ce qui est en train de se passer. Et moi, j'en ai marre, vraiment, que l'on joue de la démocratie de cette manière-là. J'en ai marre que les calculs politiques, la tactique politique qu'essayent de mettre en œuvre Emmanuel Macron et Michel Barnier nous empêchent de répondre aux besoins de la population. Et en fait, je me demande dans quelle mesure ils sont conscients de cela, dans quelle mesure ils ont ne serait-ce que de l'empathie pour les personnes qui sont dans ces situations. Pardon. La réforme des retraites. Parlons de la réforme des retraites, parce qu'on va beaucoup en parler durant l'automne. Le 31 octobre, proposition de loi du Rassemblement national. Vous êtes clair, alors que d'autres à gauche voteront ce texte du Rassemblement national, demandant l'abrogation de la réforme des retraites. Vous êtes clair, vous ne voterez pas. Oui, je l'ai dit et je m'en suis déjà expliqué d'ailleurs à ce micro plusieurs fois. Pour moi, il y a un principe fondamental qui est que je ne vote pas
je ne soutiens pas les propositions de loi du Rassemblement national. Ceci dit, je mènerai la bataille et toute la bataille pour que la retraite soit, pour qu'il y ait une abrogation de la réforme des retraites. Oui. Et je suis rapportrice du volet retraite du PLFSS, donc du budget de la sécurité sociale. Et nous sommes en train de travailler pour trouver tous les moyens pour abroger la réforme dans le cadre de ce PLFSS. Oui. Il y aura d'autres niches. Il y a la niche de tous les autres groupes, depuis LFI jusqu'à l'IOT, qui est le fameux petit groupe. Niche écologiste aussi. Évidemment, il y a la niche écologiste. Donc en fait, ce que je veux dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que ça n'est pas parce que je ne vote pas la proposition de loi du Rassemblement national que il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. Au contraire, il va y en avoir. Mais nous ne pouvons pas renoncer aux valeurs fondamentales qui nous animent, qui sont la lutte contre cette extrême droite, contre le racisme qu'elle porte, contre enfin voilà, tout ce qu'elle porte de rejet, de xénophobie. Ça, c'est tripal chez moi. Je peux pas aller là-dessus. C'est le combat politique que je mène depuis que je suis entrée en politique, et même avant que je rentre en politique, c'était les valeurs qui m'animaient. Je ne peux pas aller sur ce terrain-là, et j'espère que les personnes comprendront cela. Bien, enquête du Cevipof, pour qui votent les fonctionnaires. J'ai vu cette enquête qui est très intéressante. D'abord pour le RN, à l'exception des profs et des cadres de la fonction publique. Et dans les hôpitaux, par exemple, à 30%. Pour le RN. Parmi les employés de la fonction publique, à 34% pour le RN. Pourquoi, Sandrine Rousseau ? Mais parce que le service public est aujourd'hui dans une crise, il traverse une crise qui est exceptionnelle, qui est historique. Moi, je suis en charge d'une mission d'information sur la psychiatrie pour l'Assemblée nationale. Mais ce que je vois dans les hôpitaux psychiatriques est hallucinant. C'est-à-dire que les personnels, les soignants, les médecins comme les infirmiers et infirmières, comme les aides-soignants, sont dans une souffrance au travail, mais qu'on ne mesure pas. Faute de moyens, faute de capacité, faute de soutien public, faute d'une véritable politique publique de soutien à l'hôpital. Oui, et en fait, on est dans une situation d'effondrement. Ces fonctionnaires qui sont en difficulté vers le Rassemblement national, pas vers la gauche. Mais ils se tournent vers le Rassemblement national parce que le Rassemblement national fait croire qu'on va retourner dans les 30 glorieuses. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Ce qui nous porte ». Oui. Et en fait, le Rassemblement national fait croire qu'on va retourner vers cette période, alors que si vous écoutez véritablement ce qu'il porte, c'est très différent. Et je vous invite notamment à mesurer les propos qui ont commencé à être tenus sur le fait que la sécurité sociale était le problème. Et donc, on ne peut pas imaginer que le Rassemblement national soit la solution de l'hôpital public si la sécurité sociale est le problème. Donc, je vous le dis, les seuls qui défendent, mais vraiment... de manière très importante, très structurée, très constante dans le temps, le service public, c'est le nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, Lucie Castet était à la tête de ce qu'on appelle les collectifs des services publics. Au nouveau Front populaire. Vous avez vu François Ruffin hué à l'humanité, à la fête de l'humanité. Mais c'était pas du tout en lien avec le service public. Si, bien sûr qu'il y a un lien. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été hué, selon vous ? Il a été hué parce qu'il a utilisé des termes qui ont choqué certains militants, comme la campagne au faciès. Et moi, je voudrais dire qu'il a été insulté, hué. Oui, bien sûr que je regrette qu'il ait été insulté, parce que je pense que nous n'avancerons pas d'un millimètre quand nous nous huons les uns les autres. Ce n'est vraiment pas une manière de faire. Je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas, et il nous faut sortir de cette gauche, de ces gauches supposément irréconciliables, ou de cette séparation, de cette opposition que l'on essaye de mettre dans le débat politique entre une gauche qui serait de gouvernement et une gauche qui serait de rupture. Moi, je pense que la société française, et encore une fois, pour le livre, j'ai vraiment extrêmement travaillé, sur les enquêtes sociologiques, c'est-à-dire pas sur les sondages, mais sur les recherches sociologiques qui sont faites sur la société française, et elle apparaît bien plus unie que nous le disons, et elle apparaît bien plus prête aux réformes que nous proposons que le débat politique laisse entrevoir. Dans certaines régions qui se
pense à juste raison, bien souvent déclassé, on vote RN. Manuel Bompard. Oui, mais pourquoi? Mais je vais vous dire, le déclassement, parlons du déclassement. L'INSEE montre qu'il a été multiplié par 2, le déclassement. Mais pourquoi? Parce que précisément, l'école publique ne répond plus aux besoins de la population, parce que nous ne pouvons... Mais parce que la gauche ne répond pas aux inquiétudes... Mais parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que la priorité des priorités, ce serait l'école publique. Ce serait l'école publique. Et que nous nous battons là-dessus. Nous nous battons là-dessus de manière constante. Qui répète, je l'ai encore entendu ce week-end, que la gauche doit d'abord s'adresser aux jeunes et aux habitants des banlieues, des quartiers. Voilà ce qu'il dit. Mais la gauche doit s'adresser à tout le monde. La gauche doit faire des lois grand âge pour permettre de vieillir sereinement. Elle doit faire des lois pour les familles monoparentales, comme l'a porté par exemple le député socialiste Philippe Brun. La gauche doit aussi porter l'absence de contrôle aux faciès. En fait, la gauche doit porter tout ensemble. Elle doit porter des lois sur le travail, elle doit porter des lois sur les vacances, comme l'a fait Benjamin Lucas. Pourquoi? Mais on le fait. Mais c'est déposé à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi est-ce que toute la gauche ne parle pas comme vous vous exprimez ce matin? Pourquoi? Il faut poser la question aux autres, puisque vous dites que moi-même je m'exprime comme ça, et je vous le dis. Les propositions de loi ont été posées à l'Assemblée, donc ça n'est pas vrai que nous ne le faisons pas. Nous le faisons. De LFI, électoralisme de LFI, vous le savez bien. Que dit François Ruffin? Nous avons mené une campagne au faciès. La mort de Thomas à Crépol a inspiré moins de compassion que celle de Naël. C'est vrai. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Je refuse l'idée de racialisme. Je trouve que c'est un mot qui est extrêmement dangereux à poser dans le débat public. Ce que fait LFI, et je voudrais le poser parce que c'est quand même très important, c'est d'amener à la citoyenneté aussi des personnes qui ne votaient pas jusqu'à présent et qui ont le droit à la citoyenneté. Et en fait, pourquoi cela dérange-t-il autant? Et aujourd'hui, tout le monde a le droit à la citoyenneté. Tous ceux qui ont le droit de vote doivent pouvoir exercer ce droit. Et en fait, nous sommes dans la gauche, nous sommes une mosaïque qui permet de répondre à la société dans son ensemble. Et en fait, que tout le monde vote est un bien pour la société française. Et vraiment, je ne voudrais pas que nous allions là-dessus. Je pense qu'au contraire, il nous faut aller sur une société unie et solide. Et pour cela, il faut que tout le monde puisse exercer son droit à la citoyenneté. Bien. En 2027, présidentielle, c'est toujours dans la vie politique française le moment clé. 2027, est-ce qu'il faudra un candidat unique de la gauche? Bien sûr. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le nouveau Front Populaire... Il y en a un qui est déjà prêt, c'est Jean-Luc Mélenchon, vous le savez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des questions sur lui. Je vais vous dire, là, hier, j'ai fait dans ma circonscription une réunion du nouveau Front Populaire. C'est devenu l'homme le plus détesté de France avec Éric Zemmour. Il est au niveau d'Éric Zemmour. Très bien. Évidemment, il y a une espèce de tunnel permanent sur lui. Ce que je veux dire, c'est que hier, j'ai fait une réunion dans ma circonscription. J'ai dit, vous venez, qui veut, vient. Déjà, c'était archi comble. Mais ensuite, quand j'ai dit, il faut que le nouveau Front Populaire soit au-delà des partis, vraiment une énergie, une mobilisation citoyenne. Mais les gens étaient enthousiastes. Et je peux vous dire qu'on a déjà programmé des agoras, qu'on a déjà programmé de débattre des sujets sur lesquels il faut que nous nous renforcions, comme est-ce que nous sommes d'accord sur le productivisme, sur le grand âge, etc. Et que nous nous renforcions par la base pour faire des propositions vers les partis politiques. Et c'est comme ça que nous irons vers une candidature unique en 2027. C'est parce que la base, c'est parce que les gens qui se sont mobilisés, qui ont fait des files d'attente devant les commissariats pour avoir comment ça s'appelle, pardon, le mot m'échappe, mais pour pouvoir voter même s'ils n'étaient pas là, eh bien toutes ces personnes qui se sont mobilisées, qui nous ont portés en tête, eh bien que ces personnes soient vraiment l'énergie militante et disent une procuration, voilà, et disent en 2027 vous ne nous
plomberez pas. Non, mais... nous irons et nous ferons en sorte que Sandrine vous soyez... Rousseau, très bien, c'est formidable ce que vous nous dites, c'est formidable. Alors dites à Mélenchon, à Hollande et à d'autres de s'effacer, de se mettre un peu en retrait. Vous leur dites ce matin ? Vous leur dites ce matin ? Je vais vous dire, je dis à tous les cadres du NFP, oui. Laissez la base se mobiliser et oui. ne nous faites pas entrer. Et ne nous faites pas entrer. Ne nous faites pas entrer dans une guerre des égos qui nous tirerait vers le bas. Vraiment, s'il vous plaît, c'est notre responsabilité. Nous avons une responsabilité historique aujourd'hui et cette responsabilité historique va falloir de se mettre au profit, au bénéfice du collectif. Dites-moi, est-ce que vous avez marché dimanche à Paris aux côtés des centaines de personnes qui sont venues apporter leur soutien à la société civile iranienne et à ces femmes Alors j'ai fait un post parce que je soutiens la société civile iranienne. Narges Mohammadi qui est en prison. Je n'ai pas pu y aller pour des raisons tout à fait organisationnelles, indépendantes de ma volonté. Voilà. Bon. Mais j'y serais allée avec plaise, franchement. Bon, et j'y suis déjà allée par ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui tournent du fait que j'y suis déjà allée. Prix Nobel de la paix, elle a engagé une grève de la faim. Elle appelle à sortir du silence et à sortir de l'inaction. Et elle demande à l'Occident de sortir de l'inaction et de les soutenir. Mais elle a absolument raison. Mais oui, mais je ne vois pas beaucoup de soutien. Moi, j'entends rien. Oui, mais là, je pense que vous n'êtes pas complètement objectif sur la situation, pardon de vous le dire, parce que non seulement nous les soutenons et enfin, moi, je suis extrêmement admirative, mais vraiment, enfin, ces femmes risquent leur vie à chaque fois qu'elles ont eu un acte de résistance. Et je ne peux pas vous dire à quel point, mais vraiment, mais admiration totale. Mais est-ce que vous dénoncez cet apartheid de genre ? Mais évidemment, Jean-Jacques Bourdin. Mais je vomis cet apartheid de genre, évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pensez vraiment que je vais soutenir je vous pose la question, le régime iranien? D'aucune manière. Et vraiment, admiration totale à ces femmes, soutien total à ces femmes. Et évidemment que partout dans le monde, et à chaque fois que des femmes sont en danger, je les soutiendrai. Bon, Sandrine Rousseau, votre livre, Ce qui nous porte, c'est cela, hein, c'est le titre. Alors vous dites la tolérance, la solidarité. Qui en parle ? Ça, absolument. Oui, mais alors, mais il y a du travail dans la classe politique, hein, en ce qui concerne la tolérance, hein, dites-moi. Absolument. Parce que quand j'entends les propos des uns et des autres... Non seulement la tolérance, mais aussi cette question qui est absolument fondamentale et qu'on nous ne posons pas suffisamment. Tous les fascismes de droite et de gauche sont intolérants, Sandrine Rousseau. Comment allons-nous ? Parce que moi je trouve que la séquence politique nous a abîmés, mais d'une force, que la situation économique nous a abîmés, mais d'une force. Combien de personnes ne vont pas bien ? Et en fait, moi j'ai envie de poser cette question aux personnes, mais comment allez-vous ? Juste cette question. Et qu'on y réponde avec toute l'humanité et la solidarité et la tolérance dont nous avons besoin. Comment allez-vous ? Et voilà, je voudrais qu'on s'interroge là-dessus. Et quand on pose cette question aux Français et Françaises, eh bien, tout de suite, les discours changent et tout de suite, on n'est plus dans l'affrontement, dans l'agressivité. On est au contraire dans, écoutez, puisque vous me posez la question, là, je peux vous dire, ça va pas bien, j'ai mal au dos, ça va pas bien, mon fils, je m'inquiète pour lui. Et en fait, c'est ça la vérité de la politique aujourd'hui. Alors, Sandrine Rousseau, je reviens à la politique avec la décision d'Emmanuel Macron. Thierry Breton a démissionné, de nommer Stéphane Séjourné, commissaire européen au nom de la France. Pourquoi pas une femme ? Pourquoi pas une femme alors qu'il y a une surreprésentation énorme des masculines dans cette Commission européenne, et puis pourquoi encore un macroniste alors que s'il y a bien un résultat des urnes, c'est quand même que les Français n'ont pas soutenu la politique d'Emmanuel Macron. Et moi je le dis, mais j'ai l'impression quand même que Emmanuel Macron, dans son obstination, dans son obsession de ne pas perdre, est en train de nous couler sur le plan international, vraiment. L'Europe qui semble se disloquer sur les questions migratoires. Ça aussi, ça vous inquiète ? L'Europe est en difficulté. Elle est en difficulté. Les Pays-Bas même qui veulent sortir de la politique d'asile et d'immigration européenne, et l'Allemagne qui rétablit, enfin
pour établir ses frontières. Certains contrôlent aux frontières, des contrôles aux frontières. Mais l'Europe est en difficulté parce que l'Europe n'a pas de projet et que l'Europe, du coup, laisse tous les nationalismes se développer. Oui, je suis une Européenne convaincue, mais pas cette Europe-là, pas cette Europe qui ne sait pas se trouver d'espoir et d'avenir. Là, on est dans une Europe qui se mobilise dès qu'il y a un sujet de libéralisme économique et qui est incapable de porter la moindre question sociale après le Brexit. Tous les chefs d'État européens avaient dit il faut une Europe sociale et avec des trémolos dans la voix. Personne ne l'a fait. Donc en fait, à force d'avoir une Europe qui ne parle que de marché, eh bien évidemment que les gens s'en détournent, évidemment que les nationalismes montent. Et vraiment, je trouve que la responsabilité de l'Europe est énorme dans la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous croyez que c'est une question de marché si le nationalisme monte en Europe? Oui, je pense que c'est aussi une question migratoire. Je pense que c'est une perte de valeurs communes qui fait que on focalise, on se concentre sur le pauvre migrant qui arrive et franchement, dans l'humanité, ça fait quand même partie des personnes les plus fragiles qui soient, les plus en difficulté qui soient. Si on imagine que nous sommes en danger, mais si on imagine qu'on est en danger par quelqu'un qui vient de passer par les prisons de Syrie, qui a traversé la Méditerranée sur des embarcations qui ne tiennent pas, qui a laissé père, mère et sœurs et frères au pays, et qui arrive dans le plus grand dénuement, et que c'est ça notre danger, alors que notre humanité serait d'avoir une politique digne de ce point de vue-là et digne des droits humains, eh bien nous nous trompons et nous nous perdons. Dernière question, vous suivez le procès de Mazan ? Oui, le procès de Dominique Pellicot et de tous ces hommes accusés de viol. Le féminisme doit-il être juste et responsable, éviter de broyer des innocents tout en continuant à protéger et écouter les victimes ? Non, mais au moment où il y a ce procès de Mazan qui dit quand même que dans une ville aussi petite, dans une ruralité comme ça, proche de Carpentras, un homme mette sa femme sur les réseaux en proposition, que des hommes arrivent et une relation sexuelle avec une femme dont les experts médicaux disent qu'elle était dans le coma, dans un état proche du coma, et qu'en fait on voit bien que dans un bout de France comme ça, il suffit de faire cette proposition pour qu'il y ait 100 hommes, parce qu'en fait c'est 100 à la fin qui disent oui à cette proposition. Ça veut dire que nous sommes dans une culture du viol qui est énorme, dans un rapport social, dans une structuration de la société où finalement il suffit de mettre sa femme en proposition et que aucun homme ne dénonce cette situation, que 100 disent oui. Et en fait on est vraiment dans une telle impunité que je pense que ça n'est pas le moment, en fait, de poser ces paroles-là. Et je rappelle que il y a quelques années, on avait 1700 condamnations pour viol, mais 1700 sur un viol toutes les 7 minutes. Il y a 114 000 plaintes. Il y avait 1700 condamnations. Aujourd'hui, on n'en a plus que 1200. On a diminué en termes de condamnation. Donc ça suffit. Bien, merci Sandrine Rousseau d'être venue nous voir ce matin sur Antenne de Sud Radio. Patrick Roger, juste après les informations.